Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver nombreux à l'écoute de votre émission. Cette fidélité nous honore. Avec ces 4 cratons et ces 5 massifs cristallins, séparés par des bassins sédimentaires, dont le grand bassin du lac Tchad, qui fait environ le 2/3 du pays. Le Tchad, selon les spécialistes, est un scandale géologique. Depuis plusieurs décennies, des recherches ne cessent de révéler l'existence des métaux de base lourds. Et au niveau national, il faut reconnaître que nous avons beaucoup de gisements concernant le pétrole. Le Tchad dispose d'importantes réserves de brut qui, avec l'agriculture, représentent la plus grande part des revenus d'exportation. La majeure partie du brut tchadien provient des réserves du bassin des Doba, au sud du pays, où du pétrole a été découvert au début des années 1970 par des foreurs étrangers. Nous allons donc, au cours de cette émission, faire l'état des lieux de ces 3 secteurs, mines, géologie et pétrole. Et pour débattre de ce sujet, nous recevons autour de cette table des invités de marque, Dr Aladji Amit Zagalo. Il est enseignant-chercheur, secrétaire général de l'université d'Achi. Il est aussi membre du comité technique politique public sectoriel du comité d'organisation du dialogue national inclusif. Merci, docteur, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci. À ma droite, nous avons M. Anour Birké Alafosa. Il est ingénieur, il travaille au niveau de la SONAMIC. SONAMIC, c'est la Société nationale des mines et de la géologie. Merci, M. Anour. Merci. Voilà, nous allons donc aborder ces 3 secteurs à la fois, mines, géologie et pétrole. Alors, quel état de lieu peut-on faire de ces 3 secteurs ici au Tchad? D'accord. Je voudrais tout d'abord remercier la Télé Tchad pour nous avoir invités de discuter sur une thématique très intéressante. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord signaler que le Tchad recèle un potentiel géologique et minier très important avec une diversité de substances minérales. D'où cette citation que nous venons de dire, c'est le scandale géologique. C'est le scandale géologique. Oui. Maintenant, pour répondre concrètement à votre question, le secteur minier est à l'état embryonnaire et ses activités tournent autour des travaux classiques de prospection et de l'orpaillage. À cela s'ajoute, il n'y a pas une base de données qui centralise toutes les informations disponibles. Mais si on voit de façon détaillée l'état des lieux, sur le plan exploration, les connaissances du potentiel minier et géologique datent des années de 1950. Oui. Donc, et que... Avant l'indépendance. Avant même l'indépendance. Et suite au financement de PNUD, il y a 2 phases, c'est-à-dire 2 missions de prospection ont été effectuées. De 1972 à 1979, c'est la première phase, et de 1987 à 1995, c'est la deuxième phase. En plus, nous avons une vingtaine de sociétés qui ont signé une convention pour la recherche et l'exploitation de l'or et des métaux de base. Maintenant, toutes ces missions de reconnaissance ont prouvé que la République du Tchad recèle des indices de l'or, de wolfram, de cobalt, de l'uranium. Nous avons même des matériaux de construction tels que le calcaire, le marbre, le kaolin. Nous avons même le sel-gemme, le natron, le gypse, répartis dans plusieurs provinces, le Moyokebi, le Bata, nous avons le Wadaï, nous avons le Wadifira, le BET, le Guéra, le Charibagrimi, etc., etc. C'est presque toutes les provinces. Presque toutes les provinces, vraiment. Ça, c'est sur le plan exploration encore. Mais sur le plan exploitation, hormis le calcaire de Baoré et de Louga, pour la fabrication de ciment bien sûr, Oui. et quelques carrières de granulats pour les graviers qu'on utilise dans la construction des bâtiments, des ouvrages, il n'existe aucune exploitation industrielle à l'état actuel de ces de ces richesses-là.
Et donc, il y a un travail à faire dans ce sens. Mais si on voit sur le plan institutionnel, il y a aussi quelques avancées. Oui, il y a des textes. Il y a des textes. Il y a même la création de la SONAMIC, oui. Société nationale de mines et géologie. D'ailleurs même, il y a un ministère en charge de mines et géologie. Oui, parfois, le ministère est fusionné. C'est l'un des nouveaux ministères. Voilà. Et même si, parfois, lors de remaniement, même si le ministère est fusionné, dans tous les cas, il y a une direction générale technique qui est chargée de mines et de géologie. Oui. En plus, l'Union africaine a mis sur pied un cadre d'orientation de la vision, ou bien pour la vision minière africaine depuis 2009. Donc c'est vraiment une avancée sur l'état des lieux constitutionnel. Et nous avons également le ministère qui a mis des textes et des organes tels que la brigade minière, le comptoir d'or, etc., etc. Tout ça, ça montre que vraiment il y a une avancée. Ça, c'est sur le plan mine et géologie. Mais au niveau du pétrole, oui, les recherches ont commencé en 1968. Mais jusqu'à maintenant, la plus grande partie du Tchad n'a pas encore été exploitée. Oui. Et la recherche était localisée seulement au sud. Au niveau des différents bassins sédimentaires, certains bassins renferment, mais il faut avoir une étude détaillée pour maintenant confirmer l'exploitation ou non d'un bassin renfermant les hydrocarbures. À cela également s'ajoute, nous avons la présence d'une raffinerie depuis 2011, dont la production est presque de 20 000 barils par jour. La raffinerie de Djamaya. De Djamaya, oui. Depuis 2002, il y a carrément l'existence d'un ministère qui est chargé de gérer le pétrole. Nous avons également des sociétés en exploration et en exploitation. Parmi les sociétés en exploitation, nous avons le consortium Zone ExxonMobil, SHT et Petronas, dont les champs exploités sont, comme on appelle, Komé, Miandoum. Donc ce sont les différents champs. Nous avons également le CNPC, qui travaille au niveau de Ronier. Nous avons, et d'autres sites également. Nous avons les Pic Africa, qui travaille également dans ces zones, qui est en phase également d'exploitation. Nous avons Petro Tchad, qui travaille également dans cette zone. Et nous avons d'autres sociétés qui font l'exploration, telles que Mej Petroleum, et ainsi de suite. Donc voilà en quelque sorte l'état des lieux des secteurs mines, géologie et pétrole. Alors, vous êtes ingénieur, M. Anour. La carte postale telle que dessinée par docteur tout à l'heure semble être complète. Est-ce que vous avez quelques éléments à ajouter concernant l'état des lieux? Concernant l'état des lieux, je crois que le docteur a pleinement dit des choses. Et pour un peu ajouter, je parle sur la formation des ingénieurs tchadiens, sur le cadre minier. Oui, quand on parle de l'état des lieux, il faut également que cette activité soit accompagnée par la formation. Donc, est-ce que la formation pour les ressources humaines semble être suffisante? Oui, pour les ressources humaines, la formation est suffisante. Parce que vous faites partie quand même de ces jeunes ingénieurs qui sont formés. Oui. Je prends le cas du pétrole. Sur le domaine pétrolier, on a vraiment eu des Tchadiens qui ont eu une formation vraiment top. Ces Tchadiens, maintenant, ils exploitent, ils connaissent à raffiner même le pétrole. Et je crois que c'est un avantage à ajouter sur l'état des lieux. Et on espère que ces Tchadiens-là exploitent eux-mêmes leur pétrole. Est-ce que la formation n'est pas arrivée un peu avec un peu de retard? Est-ce qu'on n'a pas mis la charrue après le bœuf? Oui, c'est vrai. La formation est venue avec un pied de retard, comme vous le dites. Oui, est-ce que cela n'a pas impacté un peu sur le Tchadien lui-même qui devait être au départ, associé dès le départ? Oui, ça a impacté. Et nous n'avons pas des études un peu approfondies, comme des labos techniques ou bien à l'université. On enseignait, je crois, le pétrole
il y a tout seulement récemment. Et les Tchadiens, avant l'indépendance ou bien même après l'indépendance, dans les premières années, n'étaient pas assez bien formés pour qu'eux-mêmes font l'exploration pétrolière. Et c'est aussi un cas qui est négatif, qui n'a pas abouti aux Tchadiens d'exploiter eux-mêmes leur pétrole. Et les sociétés qui ont signé des conventions avec l'État, et ils travaillent déjà, mais avec cette formation des ingénieurs tchadiens, on espère bien que dans l'avenir, on va rattraper donc le retard accusé. Alors la question de formation telle que soulevée par M. Anour, docteur, ça semble être importante parce que vous avez si bien dit, les recherches ont commencé dans les années 50. En 1968, c'est déjà le pétrole qu'on a commencé à découvrir au Tchad, alors que les Tchadiens étaient restés sans formation. Pourquoi ce retard? Bon, pourquoi ce retard? Parce que, vous savez, quand le Tchad a eu son indépendance, il n'y a pas assez de cadres. Un seul licencié. Voilà, un seul licencié. Pendant l'indépendance. Donc, imaginez, un seul licencié pourra penser à tous ces secteurs. Donc, c'est vraiment dès le départ, il n'y a pas, même maintenant, les taux d'alphabétisation, jusqu'à maintenant, ce n'est pas très important comme il le faut. Donc ce retard est dû à beaucoup de facteurs et beaucoup de paramètres. Mais néanmoins, la conscience est revenue. Certaines universités ont créé cette filière, géologie, qui est déjà disponible. Et puis on espère, comme M. Alafouz l'a dit, que les Tchadiens puissent avoir eux-mêmes l'expertise et être compétents dans ce secteur. Oui. Nous avons parlé, nous avons cité pêle-mêle les gisements qui se trouvent un peu partout. Nous savons que le pétrole se trouve dans certains bassins du sud, et dans le Chari-Bagirmi, une partie du Mayo-Kébi Est, et de l'or au Mayo-Kébi Ouest, à l'extrême nord du Tchad. Et les autres richesses minières se trouvent où? On essaie de localiser un peu ces richesses. C'est ça le travail à faire, que ce soit par la SONAMIC, tout comme par le ministère. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas une carte minière du Tchad. C'est là le problème. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi les investisseurs, que ce soit les investisseurs miniers, que ce soit nationaux ou internationaux, ne sont pas attirés. Parce qu'on ne peut pas dépenser des milliards tant qu'on ne connaît pas au moins quelques indices. Donc il est vraiment tout à fait normal que le ministère doit régler cette situation en faisant une carte métallogénique, en identifiant les différents sites de tous les minéraux utiles, ce n'est pas seulement l'or, tous les tableaux périodiques de Mendeleïev, de chrome, cobalt, argent, tout et tout. Maintenant, n'importe quel investisseur qui vient avec un objectif, ou bien une entreprise qui vient avec un objectif, mon objectif c'est d'exploiter le fer, alors le fer, ça se trouve dans telle zone, telle zone, telle zone. Et là, on négocie bien. Oui, la quantité est estimée. Et c'est ça que ce travail n'a pas été fait. Par manque de moyens, le ministère n'a pas une carte métallogénique du Tchad. Et selon vous, M. Anour, pourquoi les recherches sont, du moins, piétines? Est-ce que c'est le problème des moyens? Parce que les ressources humaines sont là. Oui, les ressources humaines sont là, mais par manque de moyens, la recherche n'a pas eu lieu. Pour faire des recherches minières, il faut vraiment investir. Il y a des appareils très coûteux à acheter et une longue période d'études au terrain qui va vraiment avoir des dépenses, payer les ingénieurs, la ration, le logement, même le transport pendant de longues périodes. Cela aussi c'est coûteux. Et après, échantillonnage pour analyser les résultats. Il faut aussi des moyens. Même pour dresser des cartes, il faut des moyens nécessaires pour ça. Et je crois que c'est par manque de moyens que cette recherche n'a pas eu lieu. Parlons un peu de... Oui, vous voulez ajouter... Aussi, comme il a dit, par manque de moyens et aussi par manque de spécialités pointues. Ça aussi. Et puis, des expertises, des experts tchadiens. Des experts tchadiens dans des domaines pointus. Et en plus, nous n'avons même pas un laboratoire.
Avant, c'était un laboratoire, même les gens de l'Afrique centrale font leur analyse ici, au Tchad. Mais malheureusement, au niveau du ministère, ce laboratoire n'est pas fonctionnel. Ministère des Mines, au niveau du ministère des Mines et de la Géologie. Donc ce laboratoire, apparemment, est presque non fonctionnel. Même les gens qui font faire leurs lames minces, ils envoient au Cameroun. Même faire les lames minces, il n'y en a pas ici. La géochimie, il n'y en a pas. Pour savoir la concentration des éléments chimiques dans une roche, on ne peut pas. Donc il faut également faire revivre ce laboratoire-là. Et tout ça, comme il l'a dit, vraiment, c'est le moyen et la volonté. La volonté de... Mais même si on a la volonté, s'il n'y a pas les moyens, on ne peut pas vraiment faire ça. Les efforts seront donc freinés. Alors, parlons un peu de l'exploitation de ces richesses. À part le pétrole, dont l'exploitation est organisée par l'État, les consortiums, au niveau, par exemple, de l'or et d'autres richesses minières, les choses semblent être un peu désorganisées, non? Oui, l'exploitation est purement anarchique. Et puis, les gens, ce n'est pas vraiment réglementé. Donc, on est encore en phase artisanale et semi-mécanisée ou bien semi-industrielle dans certains points. Donc, c'est pourquoi certains sites aurifères sont même interdits pour assurer un peu la sécurité parce que ça va créer d'autres soucis. Pour d'autres sites, l'exploitation est purement artisanale. Et donc, ça aussi, il y a un effort à faire par la SONAMIC ou bien par le ministère de réglementer l'exploitation, que ce soit artisanale ou semi-mécanisée, des richesses, notamment de l'or, qui est un peu partout au sein de la République du Tchad. C'est une situation très compliquée lorsque l'exploitation est artisanale et un peu désorganisée. Ça échappe un peu au contrôle de l'État. On peut utiliser même des produits prohibés parfois dans l'exploitation. Monsieur Anour. Oui, oui. Ceux qui exploitent artisanalement, et ils ont seulement acheté des appareils de recherche de l'or et ils font les recherches comme ils maîtrisent leur région. Ils font des recherches. Dès qu'il y a présence d'or, par tout moyen, on l'exploite. Quand vous dites par tout moyen, c'est-à-dire même avec les produits... les produits prohibés. Interdits, oui. Je prends le cas du mercure, qui est beaucoup utilisé, mais qui a des effets nocifs à la santé. Santé humaine? À la santé humaine, tout comme la biodiversité, même le sol, même l'eau souterraine. À tout ça, ça a un impact vraiment négatif. Sur quel type d'amalgage de l'or il faut utiliser ces produits. L'exemple de la cyanuration, qui est un produit qui a moins d'effet que le mercure. Et c'est sollicité par les sociétés qui exploitent les mines actuellement. C'est une préoccupation, hein, docteur, hein, le fait de se laisser aller avec l'utilisation de produits prohibés. Oui. Hein, la santé humaine, la santé animale, les végétaux. Est-ce que vous, techniciens, vous avez attiré l'attention des autorités par rapport à ça? Oui, je pense que pour exploiter, il y a une étude de faisabilité et aussi l'étude d'impact environnemental. Quand on utilise le mercure, j'ai dit la fois passée, quand il pleut, l'eau toujours a deux mouvements. Un mouvement vertical qu'on appelle infiltration qui alimente les eaux souterraines et un mouvement vertical qui alimente les eaux de surface. Maintenant, la contamination va être au niveau des eaux souterraines que les gens boivent, les eaux de surface que les animaux viennent aussi prêter. Et là, ça va créer vraiment un problème sanitaire au niveau de l'être humain, tout comme au niveau de l'animal. Alors, je pense que, comme il a dit, la SONAMIC est déjà consciente de cette affaire. Ils sont en train de préparer comment arranger ça, voir avec le ministère du tutelle. C'est pourquoi comment réglementer toujours, ça entre toujours sur la réglementation de l'exploitation de l'or de façon artisanale. Et donc, on espère avoir un canevas ou bien une feuille de route. Et puis, peut-être la situation sera sous contrôle. Et comment on peut encadrer l'exploitation archaïque, l'exploitation artisanale? Oui, avec des règles, avec une série de questions, avec des sensibilisations. On va leur expliquer comment ça se passe, comment avoir un permis, comment on va vous donner. Donc, le ministère va prendre vraiment les choses en main.
pour réglementer. Et donc, il va insérer un certain nombre de principes à respecter. Et puis, ça va compléter par une sensibilisation et un suivi. Pour que les choses qui ont été décidées doivent être aussi appliquées sur le terrain. Oui. Alors, les richesses minières sont encore en grande quantité. On ne sait pas combien ça se trouve partout. C'est où exactement, nous ne savons pas. Mais déjà, le pétrole et quelques richesses minières sont déjà exploitées. Il n'y a pas quand même d'impact. Il y a des impacts quand même très importants sur l'environnement. Le cas, par exemple, au niveau du sud, à Doba, et puis une partie du Mayo-Kébi est. Est-ce que ça n'a pas d'impact sur l'environnement? Ça a un impact sur l'environnement, que ce soit positif ou négatif. Sur le cas négatif, souvent il y a déversement de pétrole. Et ceci nuit à la santé de la biodiversité, tout comme à la santé humaine. Dans le cadre des carrières qui exploitent le granulat, on observe souvent la non-réhabilitation des carrières. On voit une typique modification du paysage, on voit des effondrements, des glissements de terrain. Tout ceci entre dans le cas d'un impact négatif. Sur l'impact positif que fait le pétrole, tout comme les autres granulats, on voit aujourd'hui des routes bitumées, des grands ouvrages, des ponts, viaducs, construction de centres de santé, tout comme des hôpitaux, construction des universités. Je crois que nous sommes à plus de 6 universités ici au Tchad. Et c'est avec l'avènement du pétrole. Je crois que ces universités-là ont lieu. Bon, sur le plan environnement, sur le plan santé, sur le plan éducation, sur le plan agriculture. Surtout que le Tchad est un pays d'élevage. Voilà, élevage, sur le plan infrastructure. De pêche aussi. De pêche. Est-ce que l'exploitation de ces Maintenant, gisements... je voudrais un peu apporter quelques éclaircissements de façon chiffrée sur son impact sur l'éducation nationale. Par exemple, l'année 2019-2020, on recense 382 écoles ou bien établissements de préscolaire. Ce sont les retombées. C'est les retombées. Et encore dans la même année 2019-2020, nous avons 11 769 écoles du cycle primaire dans toute l'étendue du territoire au Tchad. De plus, nous avons 1705 CG, 713 lycées, 41 établissements de formation et d'enseignement professionnel et technique. Et nous avons 22 établissements du supérieur, parmi lesquels nous avons 10 universités, 6 instituts nationaux, 4 écoles normales et 2 écoles de grande spécialité, réparties dans 14 villes au Tchad. Donc on ne voit pas seulement l'impact négatif de l'environnement, mais aussi il y a des retombées positifs qu'il faut aussi signaler. Oui, et de 2003 à nos jours, nous connaissons le nombre de kilomètres de routes bitumées. À cela s'ajoute au niveau, je vous donne encore un autre exemple sur l'hydraulique urbaine et villageoise et rurale. En 1990, nous avons seulement 10% de la population qui trouve de l'eau potable. Arrivé en 2000, nous avons 21%. Or, le pétrole est mis en exercice en 2003. Maintenant, en 2010, nous avons 42,9% de la population qui trouve de l'eau potable. En 2015, 53%. Et en 2021, 68%. Ça va en pic. Ça va en pic. Donc, il y a des choses vraiment à faire, c'est vrai. C'est vrai, l'économie du pays, ça ne résulte pas seulement du secteur mine, pétrole et géologie. Il y a d'autres secteurs également qui alimentent l'économie. Mais quand même, en plus de ces effets négatifs qu'il a soulevés, qui impactent sur l'environnement, sur la réhabilitation, ce qu'il a dit, mais il y a aussi des retombées qu'il faut aussi signaler, constater depuis l'exploitation de... Oui, mais le secteur agricole, par exemple, ne prend pas un sacré coup. Oui. Oui, quand les terrains sont occupés,
les agriculteurs sont délogés et on ne peut plus cultiver là où il y a les travaux. Hein? Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? Oui, j'espère qu'il y a des mesures d'accompagnement, surtout sur les sites pétroliers. Je pense que quand les pipelines passent, ou bien les gens sont en train de faire leurs travaux d'exploration dans un site donné, je pense qu'il y a des mesures d'accompagnement prévues dans le texte du ministère du pétrole. Ouais. C'est pourquoi il y a la loi de production, il y a d'autres lois régissant vraiment, j'espère. Ouais. Revenons un peu au site d'exploitation de l'or, par exemple, puisque tout se passait sans que l'État ne soit organisé, ceux qui exploitent le pétrole. Et les sites sont transformés en une ville où il y a des gens là-bas, certaines pratiques. Est-ce qu'il n'y a pas de situations regrettables qu'on a eu à noter? Par exemple, l'insécurité, le vol à main armée et autres. Est-ce que ce ne sont pas des faits réels qui existent autour de ces sites? Oui, ce n'est pas tous les sites qui ne sont pas réglementés à nos jours. Il y a quelques sites qui sont réglementés et d'autres non. Par exemple, lors du Maïekebi, il y a quelques sociétés autour de Pala, qui travaillent en règle. Et lors du Bata, à Tchaga, il y a quelques sociétés aussi qui travaillent en règle. Et ces zones-là, je crois, sont un peu maîtrisées par l'État. Mais dans le Sila, tout comme au nord du pays, le grand problème, c'est à Kourou-Bougoudi. Et l'insécurité qui provoque là-bas, c'est un cas aussi à noter. C'est un problème réel, problème d'insécurité, problème qui échappe un peu au contrôle de l'État. C'est un manque à gagner sur le plan économique également, docteur. Oui, mais je pense qu'il y a des dispositions quand même qui ont été prises. C'est vrai, nous sommes en train de chercher à réparer les choses. Je crois que c'est par rapport à ces petits problèmes-là qu'au niveau de Tchaga, il y a les militaires qui assurent un peu la sécurité tout autour de la zone aurifère. Et j'espère que cette question de l'insécurité est arrivée à presque au niveau. Les décideurs sont en train de réfléchir comment organiser pour éviter les conflits. C'est un conflit d'intérêts. C'est un conflit d'intérêts. Et donc, il faut que les gens se mettent au travail en respectant la réglementation de l'État. Et il faut que toute personne se soumette au texte du ministère. Voilà. Et les infrastructures routières semblent être importantes quand même pour permettre aux gens de circuler normalement en sécurité. Oui. Et ce qui manque encore. Ce qui manque vraiment, c'est vraiment un point. Que ce soit l'accès au Mayo-Kébi Ouest, l'accès à l'extrême nord. C'est très difficile. Et là, il faut que vraiment l'État s'investisse dans ce secteur-là. Parce que s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Donc il faut absolument que les axes principaux là doivent être quand même bitumés. Et puis ça décore rapidement le développement d'un pays. Imaginez un exemple, l'axe N'Djamena-Blala-Ati, depuis 2010, alors que c'est une zone aurifère qui est à côté. Comment on appelle Fitri, à côté de la zone aurifère, c'est carrément une île. Pendant la saison pluvieuse, en juin, même les autorités restent à Ambassatna pour gérer. Ils ne pourront même pas rester à Yao dedans. Et sauf en décembre que les gens vont commencer. C'est vraiment beaucoup de choses restent à faire dans ce domaine des infrastructures, que ce soit au niveau de l'Est, au niveau du centre, au niveau du Sud. Vraiment, les infrastructures sont fondamentales pour un développement. Alors, c'est un problème réel. Et les sites où se trouvent les richesses minières, les habitants doivent être les premiers à être servis. Est-ce que c'est le cas? Oui, il y a des 5%. Oui, le texte a prévu ça, j'espère qu'il y a le... Et comment ça se passe? Le pétrole, nous savons que ça se passe effectivement dans ce sens. Est-ce que pour les autres richesses minières et autres, c'est le cas également? Oui, c'est défini dans le code minier, j'espère. Et donc, toujours la population locale a un pourcentage. Et il faut mettre sur pied une commission locale. Et cette commission est chargée de gérer leurs fonds
en l'insérant dans le développement de la zone. Et je pense que c'est prévu dans le texte. Oui. Et si la carte postale des richesses minières est déjà dessinée et que les investisseurs sont au courant, ils savent où se trouve par exemple du pétrole, où se trouve de l'or et autres richesses dans les localités tchadiennes, est-ce qu'on peut s'attendre à, disons, à un investissement massif des capitaux étrangers et autres chez nous? Vous pensez, sur le plan économique, ça peut... On peut s'attendre. Parce que si un agriculteur voit les récoltes d'un autre dans une région et qu'il veut investir, je crois qu'il va le faire. Et si on dresse ces cartes-là avec des résultats bien précis, même sans connaître l'estimation du gisement dans le sous-sol, je crois que ces investisseurs peuvent venir pour jeter un coup d'œil dessus. Docteur, comment on peut s'attendre Voilà, il y a un autre paramètre qui est très important. Les investisseurs également seront attirés lorsqu'il y a une instabilité. Donc, il faut qu'il y ait la sécurité. Il faut qu'il y ait la sécurité et il faut qu'il y ait la stabilité. La nécessité de se retrouver, trouver une solution définitive. Vraiment, de dialogue national inclusif. C'est pourquoi vraiment, il faut que les gens prennent conscience pour que tout le monde, chacun doit contribuer au développement de notre pays. Tant qu'il n'y a pas une stabilité, les investisseurs, surtout internationaux, ne peuvent pas venir s'investir. Ouais, c'est l'un des éléments. C'est l'un des éléments très importants. Et donc, même si le ministère a fait une carte métallogénique, telle zone, il y a de l'or, telle zone, il y a le fer, telle zone, il y a le... Tant qu'il n'y a pas une stabilité, on n'aura pas des investisseurs. Et ça freine le développement. Et donc, on espère que le dialogue du 20 août 2022 pourra vraiment résoudre tous nos problèmes. Et chacun doit mettre dans sa tête l'intérêt suprême de l'État et le développement de notre pays. Oui. Et quel est l'avenir du pétrole tchadien? Est-ce que ça tarit ou encore nous avons suffisamment de quantité? Oui, certains bassins ont été exploités. On détermine leur durée de vie, 40 ans, 50 ans. D'autres qui sont encore en phase de recherche. D'autres sont identifiés, on n'a pas encore évalué les réserves. Donc, c'est là où, normalement, le ministère du pétrole doit également avoir une idée sur toutes les réserves des hydrocarbures qui se trouvent au sein de la République du Tchad. Mais les études ne sont pas encore toujours faites de façon totale. C'est pourquoi on est toujours en retard. Mais au niveau du nord, il n'y a aucun bassin qui a été encore exploité. Donc il y a le bassin de Djadi, il y a le bassin de Djado, Erdi. Donc il y a différents bassins dont maintenant la quantité est à déterminer suivant les études qui peuvent être menées. Et qui dit étude, c'est vraiment les moyens. Parce que c'est une étude aéroportée et puis une étude terrestre. Donc le Tchad est suffisamment riche, mais les études ne sont pas encore ne sont pas à 100%. Oui. Oui, Monsieur Anour, l'avenir est promoteur toujours dans le secteur du pétrole. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de l'exploitation. Oui, l'avenir est promoteur. Si on atteint un niveau d'exploitation très élevé, à ce stade, je crois que nous aurons un pic élevé du PIB du pays. Si on prend un peu l'exemple de la Libye, je crois que cela n'exploite pas assez grand chose que le pétrole. Et leur pétrole est estimé à 1,2 million de barils par jour. Et nous, ici, on n'atteint même pas les 0,2 de la Libye. Et si on exploite assez ces gisements, même si on attend les 500 000 barils par jour, ou bien les 600 000, les 700 000, nous allons vraiment voir des changements sur l'économie nationale. Et le fait que le Tchad soit enclavé, que le Tchad ne soit pas en bonne position par rapport aux autres pays situés en face de la mer, ça n'handicape pas l'exploitation du pétrole? Ça a un impact sur le coût de l'exploitation. Oui. Et c'est pourquoi vraiment la question d'enclavement du Tchad est prioritaire. Parce que
Même au niveau de pipeline, on passe d'abord par le Cameroun, tout près. Chacun donc il faut associer le Cameroun pour avoir aussi quelque chose avant de passer. Donc ça a un impact direct sur le coût de l'exploitation. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des solutions intermédiaires? Est-ce que c'est possible de créer, tout est possible, hein? Tout est possible de créer une situation, un environnement pour permettre l'exploitation du pétrole sur place au lieu de drainer le brut par le paille? Oui, mais il faut aussi l'amener à des marchés internationaux. Donc c'est parmi les solutions la création de la raffinerie pour un traitement local. Et donc il faut peut-être envisager la puissance pour n'est-ce pas, augmenter vendre la puissance, dans les pays. voir les négociations, voilà, pour que au moins on aura assez de retombées. Donc c'est un peu ça. Mais limité au niveau national, donc le pétrole doit absolument passer par le marché international pour être vendu. Oui, mais en dehors du pétrole, est-ce que l'exploitation du pétrole tchadien, il y a le gaz déjà, mais en dehors de ça, est-ce qu'on ne peut pas exploiter d'autres... on ne peut pas permettre à la population de bénéficier d'autres produits? Oui, je pense des sous-produits de pétrole. Oui, je pense qu'il y a un ensemble c'est les hydrocarbures. Hein. Nous avons même le bitume, le noir que vous trouvez là. Nous avons le gaz, nous avons le kérosène, etc., etc. Il y a assez de produits. Donc, en passant par le raffinage, à une température donnée, on extrait ça. À une température donnée, on extrait ça. À une température donnée, c'est un ensemble de sous-produits, des hydrocarbures qu'on peut le trouver. Ce n'est pas seulement le pétrole et le gaz. Oui. Et vous, en tant qu'ingénieur, est-ce que ce n'est pas possible d'ajouter d'autres éléments pour permettre aux Tchadiens, ou c'est le besoin qui ne se fait pas sentir? Oui, le besoin se fait sentir. Dans nos sites d'exploitation du pétrole actuels, la quantité de gaz traité est insuffisante. Le reste est torchonné? Non, ce qui est torchonné n'a pas assez d'utilité. Ça demande des traitements. Le high pressure, le gaz avec une haute pression et celui avec une faible pression. Pour les besoins cuisinières, tout comme dans les autres utilités, on prend le moyen gaz dans des pressions un peu précis, dépassant pas, je crois, 500 PSI. Et le gaz de faible pression est torché pour aller en surface. Et le gaz de haute pression est aussi torché. Ces gaz-là, pour l'utiliser, il faut des moyens encore. On peut les traiter, mais souvent, les moyens qu'on dépense pour traiter ces gaz dépassent même ce qu'on va économiser en contrepartie. Et selon la recherche, nous avons fait savoir que le gaz du Nord, le pétrole un peu du Nord, contient beaucoup plus de gaz que celui du Sud, pour des besoins un peu géologiques. Et si on met un peu l'accent sur le Nord, pour exploiter même le pétrole tout près dans la région du Kanem, je crois que nous aurons une solution au problème du gaz. Parce que le pétrole, lors de l'exploitation, c'est le mélange de l'eau, du gaz et des hydrocarbures, de l'huile. On traite l'huile pour l'exporter, bien pour l'exporter ici à la raffinerie, pour des besoins dans le carburant ou bien l'essence, tout. On traite le gaz, c'est uniquement pour le Tchad. Et on se voit aujourd'hui que nous sommes pétroliers, mais nous avons une insuffisance en gaz. Et à cette solution, il y a des pénuries de temps en temps. La population n'est pas assez satisfaite. Si le pétrole du Kanem ou bien du nord des bassins des Erdi ou bien celui du lac Tchad est exploité, je crois que nous aurons une solution pour ces problèmes gaziers. Alors, nous avons déjà parlé des sous-produits. Et maintenant, le personnel. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de personnel. C'est vrai, on a déploré un peu la formation qui est arrivée avec un retard. Aujourd'hui, nous pouvons dire à tous les consortiums, ceux qui veulent venir exploiter, que ce soit le pétrole ou autres gisements, que nous avons un personnel qualifié en nombre suffisant, ou bien il nous reste encore quelques seuils à atteindre?
Bon, il y a des personnels quand même qualifiés, mais c'est insuffisant. Oui, que ce soit surtout dans le ministère des Mines et Géologie, il n'y a pas des spécialités pointues. Donc, c'est vrai, il y a des personnes qualifiées, formées, mais c'est insuffisant. Donc, si les sociétés viennent, je pense qu'il faut bien négocier le contrat minier. Surtout, il faut imposer le transfert de compétences. Et ce qui est très fondamental, que ce soit entre les expatriés, repartir. Et là, il faut que ce soit très clair, même au niveau de convention. Et il faut que le ministère tutelle fait le suivi. Parce qu'on assiste, une société vient avec des... on cache même certaines informations, on ne forme pas les Tchadiens, et ainsi de suite, même sur le plan de traitement. Et après, et là, c'est un manque à gagner pour le Tchad. Donc, dans ce sens-là, il faut bien négocier le contrat et avoir un peu une idée sur le transfert de compétences. Donc, il y a des personnes qualifiées, mais c'est insuffisant. Alors, notre émission tire à sa fin, pratiquement. Monsieur Anour Birké, à la FOSA, vous êtes un jeune ingénieur. Alors, vous travaillez dans un secteur très important, mines, géologie et pétrole. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des jeunes, à l'endroit des décideurs, par rapport à ce travail qui vous tient à cœur? À l'endroit de la jeunesse, je lance un appel de beaucoup pratiquer les apprentissages acquis à l'université, chercher tout moyen pour faire les stages pratiques, de perfectionnement dans des ministères, dans des sociétés qui exploitent. Et de ne pas baisser les regards, de vraiment être actif, dynamique pour atteindre ses objectifs. Et de se former suffisamment, même les choses élémentaires, il faut les maîtriser. Surtout les jeunes qui viennent d'avoir leur bac, il faut orienter leur étude dans le domaine du pétrole, des mines et autres. Des mines et autres. Ce n'est pas assez facile. On espère que monsieur... docteur Aladji, vous ne serez pas envahi à Ati, dans votre université, dans quelques jours. Et de beaucoup maîtriser les TP surtout. Travaux pratiques. Travaux pratiques, il faut vraiment les maîtriser pour ne pas être calé un jour, un peu avant. Et aussi d'apprendre l'anglais, qui joue un rôle très important sur ces trois domaines, que ce soit la géologie, que ce soit les mines, que le pétrole. Dans ces secteurs, on travaille qu'en anglais. Et si le jeune apprend l'anglais dès le bas âge, je crois que c'est vraiment aidant pour lui. C'est un atout. C'est vraiment un atout grandiose. Oui. Docteur, vous avez un dernier mot. C'est vrai, vous êtes un enseignant. Et c'est un secteur qui vous tient à cœur. Oui. Vous avez besoin de voir ces secteurs émerger. Oui. Alors, quel est votre message? Quel appel? Mon message est qu'il faut faire un audit institutionnel et organisationnel pour détecter tous les maux qui minent le développement de ce secteur. Ça, vraiment, c'est fondamental. Il faut en même temps encore favoriser les entreprises locales dans les appels d'offres. Doter le ministère, la SHT, la SONAMIC par des moyens pour qu'ils jouent leur rôle comme acteurs dans ce sens. Et puis, il faut valoriser les formations et le transfert de compétences. Et pour finir, il faut vraiment une prise de conscience totale à différents niveaux pour voir l'intérêt suprême de notre pays et le développement dans ce secteur. Voilà, je pense que les messages de la fin sont entendus par les décideurs, la population, ceux qui nous suivent. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le débat sur le thème politique publique sectorielle, mines, géologie et pétrole. Nous avons reçu autour de ce thème deux invités de marque, Dr Aladji Hamid Zagalo. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci. Voilà, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, secrétaire général de l'université d'Ati, et vous êtes aussi membre du comité technique politique publique sectorielle au niveau du comité d'organisation du dialogue national inclusif.
le jeune ingénieur Anour Birké à la FOSA. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci. Voilà, je rappelle que vous travaillez donc au niveau de la SONAMIC qui est la Société nationale des mines et de la géologie. Merci une fois de plus d'avoir accepté donc de participer à ce débat. Merci pour l'invitation. Voilà, chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur les antennes de la radiodiffusion nationale tchadienne et la télévision nationale tchadienne. Au revoir.